Pour ce troisième numéro, nous n'avons qu'un seul désir. C'est donc ce désir très fort de marier l'image au son, selon donc l'avis donc de notre cher ami David Lynch. Et pour ce jour, nous allons vous offrir, mesdames et messieurs, fidèles de l'apéro de Géné, une des grandes figures de proue du cinéma africain. Elle sera des nôtres quand il sera temps pour nous de la recevoir dans Tranche de Vie. Également, au cours de cette belle aventure, il y aura notre traditionnel, en tout cas, échange autour de notre thème du jour qui Adèle va se faire le plaisir de vous proposer dans un court instant. Quant à Sandrine Konaté, elle va se charger donc de nous parler du sujet qu'elle abordera dans Carte Blanche. Et c'est elle qui jouera avec notre invité pour ce numéro, puisque la spécialiste du jeu sera donc absente pour cette aventure. Nous espérons la retrouver, Inch'Allah, demain pour nous accompagner afin que nous puissions aller ensemble pour la fin de semaine. Et notre cher ami Ziediara, lui, il est au bout de la table comme toujours. L'œil de la cité, il est bien installé. Bonjour monsieur Ziediara. Bonjour Jackie, sacré Jackie. Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va très bien. Adèle, c'est bon? Oui, mon Très client, c'est bon. Très bien. Belle D'accord, chemise. j'adore. J'adore ta chemise. Jackie. Ouais. Et Sandrine alors? Regardez. Sandrine, c'est bon? Ah ouais? Voilà, tu as quel problème? Mais je sais pas, hein, je te jure. Perturbé. Je suis perturbé. C'est Sandrine C'est sa qui te- chemise. Non, non, c'est pas ça en fait. C'est C'est Adia. non, Adèle est tellement resplendissante que ça Adia m'oublie. Adèle. Elle s'en va, elle va à la mer. Ouais, oui. Euh, Ah ouais? Quand les autres vont rentrer là, moi, Elle je vais va décoller. aller. Tu vas décoller. Aïe, aïe, aïe. Je vais t'accompagner. On va faire le Hajj ensemble. Au passage, Ouais. Ziediara, Dis-moi. laisse-moi apprécier la coupe de cette chemise, Bien sûr. qui est certainement faite à base de Faso d'Anfani. Si. Merci beaucoup, elle est très jolie cette Un pied de chemise. poule, hein. Ide Mava, Ouais. c'est un monstre de la couture. Yes, Au passage, nous saluons Big up. le savoir-faire de Ide ce Mava. grand monsieur qui, en tout cas, trouve très souvent l'occasion de nous sublimer. Ouais, Merci. Ça fait plaisir. Merci Jackie. Alors, sans transition, je vais lancer mon big up là, mon fameux big up là. D'accord. Alors, big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity. Adèle, on y va ensemble. Merci beaucoup. Alors, Ziediara, la cité va aborder quelle question aujourd'hui? Bah, Jackie a une fois de plus encore l'œil de la cité a jeté donc son regard sur les caniveaux de Ouaga. Alors, tu sais, nous sommes en saison des pluies. La saison des pluies s'installe. Donc, il était d'un bon temps pour nous d'interpeller l'autorité sur l'état de délabrement dans lequel se trouvent certains caniveaux de la ville de Ouagadougou. Et comme on le dit, la répétition est pédagogique. Alors, donc, il sera question pour nous de traiter de ce sujet-là aujourd'hui. Il sera donc question d'aborder ce sujet avec nos téléspectateurs aujourd'hui. Et quand le moment sera donc arrivé, on te permettra donc de nous proposer le développement de ce sujet, Inch'Allah. tout en espérant que ce serait bénéfique pour tout un chacun de nous et surtout pour tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la télévision nationale de Burkina Faso. Et je rappelle donc que vous êtes bien en direct, c'est l'apéro, c'est du lundi au vendredi et nous nous retrouvons pour vous entretenir. Sandrine Konaté, et toi qui écris beaucoup, qu'est-ce que tu écris, Sandrine? Bonjour. Bonjour Jackie, j'écris, c'est vrai, j'écris. Alors bonjour chers téléspectateurs. Je vais bien, super, super, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est la pêche, c'est la bonne humeur, c'est la positivité et surtout cette détermination à vous offrir le meilleur. C'est à travers l'apéro et c'est ce qui constitue d'ailleurs les ingrédients de notre apéro. Voilà, si vous avez allumé votre poste téléviseur, vous avez bien raison parce que c'est tout ce que vous avez à faire. Le reste, on en fait notre affaire. Le reste, on en fait notre affaire, Sandrine. Il sera également question aujourd'hui, en ce qui te concerne, de jouer avec notre invité. J'espère que tu as tous les éléments pour pouvoir donc mettre notre invité à l'aise. Oui, j'espère bien, sauf qu'on me reproche, la spécialiste du jeu, comme tu le disais, Ah bon? me reproche de donner trop d'indices très souvent. D'accord. Donc, il faudra essayer de resserrer un peu et puis de faire perdurer encore le suspense Voilà. pour pouvoir donner encore plus de piment à ce temps de jeu. Donc, on te retrouve dans un court instant lorsque l'invité donc nous rejoindra sur ce plateau. Alors, Adèle, joliment habillée, Merci. tu es toute ravissante, tu es toute belle. Je ne sais pas à quoi nous ramène cette tenue. Wow. Bon.
Bonjour à tous. Voilà, la tenue. Aujourd'hui, je suis à Bobo Dioulasso. D'accord. Et après Bobo, ce sera Bafoura. Et après Bafoura, ainsi de suite jusqu'à Bamako. Ah, voilà. d'accord. Donc, je suis en route pour aller à Bamako comme ça. Voilà, pour aller apprendre un petit peu comment la femme malienne s'habille. D'accord. On commence toujours par le Derkeba. Je pense que ça s'appelle comme ça, non? Derkeba, oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est comment vous c'est une façon pour toi d'apprécier un salut chaleureux, cordial à toute la communauté burkinabé vivant au Mali, j'allais dire au Mier. Non, pas au Mier, mais au Mali. D'accord. Voilà, donc sincèrement, moi j'adore les tenues là, et avec la chaleur, il y a ma maman qui dit que voilà, c'est tenue ventilateur. Donc quand on porte, on n'a pas chaud. Voilà. Même quand on est dans les voitures où il n'y a pas de climatisation, on peut porter des tenues comme ça. Là, l'air circule dans tous les sens et puis ça facilite en tout cas le mieux vivre. Exactement. Pas de stress avec cette tenue, en tout cas, c'est sûr. Alors, Adèle, aujourd'hui, le thème du jour, c'est quoi? Alors, le thème de ce jour, vous découvrez que votre époux ou épouse fréquente les marabouts pour vous protéger. Quelle serait votre réaction? Protection. D'accord, c'est bien précisé. Oui. Et il ou elle ne fréquente pas les marabouts pour pouvoir donc vous garder. Non. Mais c'est juste pour vous pour protéger. vous protéger. D'accord. Quelle serait votre réaction? D'accord. Donc, pour nous donner votre avis, ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise simplement que peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous supprenez votre conjoint ou conjointe qui consulte des marabouts? Qu'est-ce que vous avez dit? Que ce soit pour protection ou pour mais tu ne peux garder. pas, mais tu ne peux pas le surprendre ou la surprendre parce que tu ne seras pas avec lui ou avec elle. C'est Oui, ça. en fait, je parle de la raison qui l'amène. Voilà la raison. Chez le marabout. C'est de ça que je parle. Et on aurait pu peut-être essayer de généraliser que la personne fréquente les marabouts. Ouais, il fréquente Est-ce les marabouts. qu'on est d'accord que le conjoint ou la conjointe fréquente le marabout? Voilà les marabouts, oui, c'est ça. Ça allait être encore plus... Puisque là, pour la protection, tout le monde va dire oui. Non. C'est pas vérifié. vérifié parce qu'il y a d'autres qui vont dire ah ça commence par la protection et après ça passe par autre chose. D'accord. Donc Non, mais de manière générale, si protection ou pas protection, de manière générale, tu te fréquentes le marabout. Pourquoi tu fréquentes Bon, des ça peut- marabouts. Oui, question Oui. de... Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? D'accord, ok, ben c'est possible. Dans tous les cas, on attend vos réactions. À partir de 12h au 25 Quand 31 il sera 83 12h 53. temps universel, merci à vous la team. J'espère que nous allons donc ensemble aller pour cette aventure du jour mercredi. Mais avant, permettez-moi également de saluer la communauté burkinabé qui nous envoie un big up depuis donc les États-Unis. Wow. Je penserai donc à ce concept Kinabour qui est un concept qui nous ramène au X expatriés, Kinabour qui nous ramène au Burkina Faso, donc X Kinabour, qui tout simplement est une marque burkinabé. C'est un concept qui représente les expatriés burkinabés disséminés à travers donc le monde. Et derrière ce concept, il y a aussi ce groupe de rap qui s'appelle X Kinambour et je crois qu'ils sont déjà même sur la playlist, ils sont sur la toile, vous pouvez donc aller découvrir. Ce sont des Burkinabés qui travaillent, qui œuvrent pour valoriser et promouvoir notre culture au-delà des frontières. C'est l'occasion ici de saluer en tout cas tous ces jeunes garçons, toutes ces jeunes filles là qui bossent au quotidien pour pouvoir positionner la culture du Burkina Faso au pays de l'oncle Sam. Bravo à vous les garçons, de passage big up à Mokonzi Druid, merci à celui par lequel on est passé pour me faire joli dans ce très beau t-shirt. Je penserai à Akerman Salif, big up, je suis bien dedans, je me sens bien, c'est frais, c'est mou et ça fait... À la fin de l'émission. Non, j'ai envie de demander, j'ai envie de poser une question. Pourquoi c'est seulement à toi qu'on a envoyé le t-shirt? Parce qu'actuellement c'est moi qui parle. Non, mais à la fin de l'émission, je vais récupérer ça, Jackie. À la fin de l'émission. Mais il n'y a pas de souci, Voilà, je pense que le message ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Mokozi est au courant, il pensera aussi à toi. Il faut saluer ces jeunes garçons. Mokozi, que ce soit de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Hollande, ils sont nombreux à nous suivre. Merci beaucoup pour la belle amitié que vous ne cessez de nous témoigner. Restez des nôtres. On vous installe avec notre calibassé musical et c'est avec Jonem, ce jeune garçon très talentueux. Il nous propose Ning Dossé. Bienvenue pour l'apéro. Papa.
C'est un jeune garçon qu'il faut beaucoup encourager. Moi, j'ai eu l'occasion quand même de le suivre dès les premiers pas artistiques. J'ai vu un peu son évolution. C'est un jeune homme qui a compris qu'aujourd'hui, il faut mettre la barre haute pour pouvoir donc conquérir encore plus le cœur des mélomanes, qui de plus en plus deviennent très exigeants en matière de musique, ici au Burkina Faso et même partout ailleurs. C'est tout normal que ce jeune homme donc aille mettre les petits plats dans les grands pour nous offrir ce clip d'une très belle facture que nous prenons du plaisir à déguster et à partager avec vous sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. Je rappelle que c'est en exclusivité, rien que pour vous, téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner. Et merci de nous rejoindre si vous venez de nous prendre en vol. Pour ceux qui ne manquent pas l'heure, eh bien, rassurez-vous, nous allons vous offrir le meilleur. Sandrine Konaté vous l'a dit tout à l'heure. Pour le reste, on s'en cherche. Alors, Zidiara, après ce magnifique clip, quel est le commentaire que l'on peut entendre venant de vous, un monsieur qui très souvent est proche des artistes et qui aime ce qu'ils font? Ben oui, qui aiment ce qu'ils font, oui. Et c'est quand c'est bien fait déjà. Parce que, oui, bien sûr, parce qu'il faut le dire, un artiste doit travailler à bien cuisiner ce qu'il fait, de sorte à ce que nous puissions voilà, bien manger et digérer ça, quoi, pour que ça soit passable. Voilà, mais d'ailleurs, la thématique me plaît très bien, la baraka. Le doigt, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire quelque chose. D'autant plus que tu dois aller à l'aventure, ben, il faut la bénédiction de ses parents, de ses proches, et pour pouvoir évoluer. Donc tout simplement, Jackie, le seul commentaire que je peux faire, c'est d'encourager ces gens d'artistes et les féliciter. Voilà. Dieu les accompagne, c'est tout. Et c'est la musique burkinabé qui gagne. C'est pas faux. C'est vrai qu'il est très recommandé
d'aller donc prendre les bénédictions des parents ou des aînés ou des dévanciers avant d'entreprendre quoi que ce soit ou de pouvoir aller en voyage. C'est bien d'aller, mais par moments, les parents également nous bénissent. Ils y vont, ils reviennent aussi sans au moment où on les attend pas. Ouais, Tu vois, raconte une anecdote au passage. Voilà un jeune homme de mon quartier qui, en tout cas, a manifesté cette volonté d'aller se chercher ailleurs parce que pour lui, l'Hexagone était l'Eldorado. Alors, il a su convaincre les parents qui ont mobilisé les ressources pour l'envoyer en Europe. Et arrivé, il a fait juste une semaine. Il rapplique et il dit que non, il fait très froid. Lui, il ne peut pas supporter la fraîcheur. Bon, je pense qu'après les bénédictions, il y aura les malédictions. Ça, c'est tout logique. Non, mais voilà, ça, c'est une situation. Il a été béni. Ouais, c'est ça. Il est parti. Ouais. Mais là, ce qu'il a vu là-bas, c'était pas simple. Il était obligé de revenir au bécail. Ouais, mais est-ce que vous pensez que ce garçon sera béni à nouveau? Non, mais c'est pas possible. Puisqu'il a ruiné tout le monde. Il a ruiné tout le monde. Voilà. Donc c'est pour dire à la jeunesse burkinabé, l'Hexagone ou l'extérieur n'est pas forcément l'Eldorado. Ouais. Et je pense qu'il est important de conserver nos énergies, nos ressources et de pouvoir voir ce que nous pouvons apporter comme pierre à l'édifice de notre nation. Chacun à sa manière ou dans son domaine d'activité contribue forcément au développement de ce pays. Que tu sois mécanicien, menuisier, soudeur, comment on appelle ça, fabricant de briques, manœuvre, pousseur de barriques, comme notre cher ami grand docteur, qui a poussé sa barrique et qui est devenu un personnage influent dans le domaine culturel ici au Burkina Faso. Un monsieur qui annonce sur la toile qu'il a plusieurs voitures climatisées, s'il vous plaît. Waouh. Ouais, grand docteur. Au passage, big up pour tout ce que tu fais et merci pour le combat. La fois dernière, il était en panne. Il a interpellé le maire de la localité pour lui dire d'arranger les routes parce que lui ne veut pas tomber en panne. Wow. Il faut que les routes soient praticables afin qu'il puisse aller faire le concert. Ben, on appelle ça délire des stars. Alors, Adèle, un commentaire particulier par Oui, rapport alors à un ce commentaire message. juste pour ajouter quelque chose. Moi, je dirais tout simplement que l'aventure, ce n'est pas fait pour les faibles. D'accord. Déjà, psychologiquement, il y a la solitude. Il y a le manque, c'est-à-dire le manque de la famille que vous allez ressentir fortement. Ça sera quintuplé au fait. Quand vous êtes très loin de la famille, vous en souffrez. Quand vous êtes proche, vous ne vous rendez même pas compte de l'importance de la famille. C'est quand vous bougez que vous vous rendez compte et que vous en souffrez. Et votre salaire finit dans les factures téléphoniques. Alors, donc, l'aventure, c'est pas pour les faibles et respecter les personnes qui partent en aventure et qui reviennent et qui arrivent à faire quelque chose de leur vie parce que c'est pas donné à tout le monde. Alors, l'aventure, surtout le froid dont le monsieur parlait. Il y a la dépression pendant l'hiver, il y a tellement de taux de suicide en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Donc, respectez les gens qui ont bougé. Les gens qui ont bougé. Voilà. Et les gens qui détiennent un passeport où l'on retrouve plusieurs cachets. Exactement. Qui n'ont jamais bougé. S'il y a des passeports cachés. Au passage, on les salue aussi. C'est important. Sandrine, est-ce qu'on peut essayer de détendre un peu, Sandrine? Bien sûr, j'ai l'impression que tu es mon passeport il est vierge, mais j'ai beaucoup voyagé dans ma tête parce que pour moi, c'est surtout ça le plus important. Voilà. Okay. Donc, je salue le travail de l'artiste. Tu le disais, les artistes ont compris que les mélomanes, les fans sont de plus en plus exigeants. Donc, ils travaillent. Voilà. Donc, moi, je l'encourage à bosser davantage. Le clip qu'on vient de voir, c'est bien. Je vais parler comme un professeur. Je ne suis pas experte, mais en tant que fan, je viens de le voir à l'œuvre. Je trouve qu'il peut mieux faire. S'il bosse davantage, je pense que les prochains clips, les prochains titres, il pourra nous offrir en tout cas de bien meilleurs titres de qualité. Sinon, déjà, c'est bien, le talent est là, on voit qu'il a beaucoup travaillé. Moi, je l'invite à travailler davantage parce que nous sommes de plus en plus exigeants et je lui souhaite bon vent pour sa carrière. Le thème abordé est vraiment bien parce que... les bénédictions, que ce soit pour travailler, quoi qu'on veuille faire, il faut qu'on ait la bénédiction des parents, il faut qu'on ait la bénédiction des aînés pour pouvoir évoluer. Et ce n'est pas Alif Naba qui a chanté Bark Biga qui dira le contraire. Pour les personnes qui ont choisi de rester, c'est bien d'avoir les bénédictions. Pour les personnes aussi qui veulent aller à l'extérieur pour se chercher, comme on le dit, chercher la bénédiction des parents, c'est très, très, très important. Et au passage, n'oubliez pas, si vous êtes là-bas, de développer la culture, de développer quelque chose, en tout cas, qui prouve que qui vous permet de ne pas oublier d'où vous venez.
Quand on n'oublie pas d'où l'on vient, On sait où l'on va. C'est important. Gardez cela à l'esprit et vous allez voir que vous allez impacter votre génération. Vous allez vivre utile. Vous n'allez pas vivre comme certains qui passent juste comme le temps d'un vent frais après la pluie. Alors, nous sommes bien à l'apéro déjeuner. C'est l'heure pour nous, mesdames et messieurs, d'installer notre invité du jour. C'est dans Tranche de vie. Elle nous rejoint juste après cette transition. On parlait tout à l'heure des personnes qui voyagent, des personnes qui quittent leur pays d'origine pour aller à l'extérieur. On parlait de ces personnes, on parlait également des personnes qui ont su s'adapter aux réalités de ces pays d'accueil et qui ont impacté, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à faire parler d'elles dans un domaine bien précis. Celle que nous recevons, mesdames et messieurs, est bien inscrite dans cette logique. Elle incarne la femme battante, la femme visionnaire, la femme réalisatrice, ce qui d'ailleurs l'amène dans cette fonction de réalisatrice. Écrivaine à la fois, elle conjugue les deux, l'écriture et le cinéma. Elle est lauréate donc de l'étalon d'or du long métrage documentaire au FESPACO 2019. Elle était sur la toile du monde. Nous l'avons appréciée, nous avons applaudi, nous avons beaucoup soutenu cette dame qui aujourd'hui nous fait l'honneur de nous rejoindre sur le plateau de l'apéro pour notre aventure. Et à côté de là, c'est également une qui s'est donnée à la réalisation donc de magazines télé et radio, assistante réalisatrice de l'émission de télévision Kodo, magazine agricole diffusé à la télévision nationale de Burkina Faso depuis 2005, réalisatrice et présentatrice d'émissions radio pour la radio Gambili en 2004. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous, pour cette aventure, celle que j'ai nommée Chloé Aïcha Boro. Elle est franco-burkinabé. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir, Aïcha. J'espère qu'on peut te tutoyer pour briser les barrières. Bien sûr. Merci beaucoup. Ça, c'est important parce que les gens qui acceptent ce genre de position sont les gens qui ont beaucoup voyagé. Et puisqu'en Europe, nous, on a eu la chance de voyager. Là-bas, nous, on ne dit pas les vous. C'est-à-dire, c'est dans les situations où même dans les familles, papa et maman, les enfants tutoient les parents. Que dis-tu de ça, par exemple? Moi, j'ai 3 enfants et mes enfants me tutoient. Et bien voilà. Et cela, c'était pour quelle raison? Pourquoi tu as autorisé, peut-être? Puisque tu viens de l'Afrique, tu connais également les valeurs de l'Afrique. Est-ce qu'en Afrique, tu tutoyais autrefois tes parents? Moi, j'ai toujours tutoyé ma mère, mais elle m'a éduquée comme ça aussi. Et de toute façon, moi, je pense que, et du coup, ça, je reviens à tout ce que vous disiez tout à l'heure sur le voyage, le fait de partir, de s'installer ailleurs, de prendre le risque. Je vous écoutais et ça m'a suscité une question. Est-ce qu'on se définit par son lieu de naissance ou est-ce qu'on se définit par les routes qu'on emprunte, en sachant que le lieu de naissance, nous ne l'avons pas choisi. C'est presque l'accident de notre vie. On tombe là, mais elle aurait pu tomber ailleurs. Elle aurait pu tomber en Gambie ou je ne sais pas où. Je dis souvent, la phrase est peut-être un peu bateau, mais on tombe dans le ventre d'une femme et on aurait pu tomber dans le ventre d'une autre. Mais pas dans le ventre d'un homme, oui, non, je ne crois pas. Non. Ce serait plus compliqué. Je crois que la science est en train d'y travailler. Donc, bon. Ah, si. Vivement que ce jour n'arrive pas. Je suis d'accord avec vous, mais ça nous ramène à la question de l'identité dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que l'identité se définit par le lieu de naissance ou est-ce que l'identité se définit par les routes qu'on emprunte? Parce que les routes qu'on emprunte, finalement, c'est notre choix et c'est notre combat. Est-ce que ça ne nous définit pas plus, finalement, que le lieu de naissance qui n'est que l'accident de notre vie et qui n'est pas du tout ni un choix ni un combat? Je préfère les routes. Moi aussi. Voilà. Et donc... moi, effectivement, pour revenir donc à la première question, puisque j'ai répondu à une question que vous ne m'aviez pas posée encore, voilà, moi j'ai toujours tutoyé ma mère et je pense que c'est tout simplement parce qu'une identité est au sein d'une culture, mais la culture bouge et l'identité bouge aussi. Et si avant, ici, tout le monde vous voyait, je pense que les choses, les curseurs bougent un peu, les lignes bougent et dans certaines familles, plus vite que d'autres, certainement. Ça ne veut pas dire que ça bouge ni dans le bon sens, ni dans le mauvais sens. Ce serait un jugement de valeur. Je ne me sens pas autorisée à porter le jugement de valeur, je porte juste un constat. Mais le constat est que dans certaines familles, les choses bougent petit à petit. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais par exemple, aujourd'hui, au Burkina, il y a des familles où, au-delà de tutoyer ses parents,
Un enfant peut s'autoriser à dire à ses parents, quand le parent dit va me chercher le gobelet, si l'enfant est plus près du gobelet que la maman, il peut dire mais maman, tu es plus près que moi. Ah oui. Ce qui est logique d'ailleurs. Alors que dans nos cultures africaines, ce serait presque pas accepté. Mais tout ça, pour moi, c'est des curseurs qui bougent. De plus en plus, les enfants ont plus d'espace qu'avant. C'est ce que je crois, en tout cas. C'est ce que je crois constater dans cette classe moyenne qui monte et qui monte et qui se fait une place et qui apporte de nouvelles valeurs dans l'éducation des enfants. C'est ce que je crois constater. Je partage. En tout cas, cette opinion, je partage en tout cas cet avis. Et je ne sais pas si autour de la table, il y a peut-être quelqu'un qui partage aussi ou qui s'oppose. Moi, je partage. D'accord. Je partage aussi ce que tu disais tout à l'heure qu'en Europe, les enfants tutoient leurs parents. C'est pas dans toutes les familles. Il y a des familles où les enfants vous voient. C'est vrai. Chez les bourgeois, chez les aristocrates et autres. Non, c'est pas dans toutes les familles qu'on tutoie les parents. Oui, et puis c'est une sorte de posture sociale là-bas, de Exactement. dire nous on appartient à la Voilà. classe À la haute bourgeoise, voilà, à la haute classe comme vous dites, Oui. donc nous ne pouvons pas tutoyer, c'est pour le petit peuple. C'est carrément une posture, c'est pas forcément signe de respect d'ailleurs là-bas, c'est signe d'appartenance à une certaine classe sociale. Exactement. Ce n'est pas faux. Aïcha Boro, voici l'occasion d'arriver pour moi d'adresser cette question. Parce que quand j'ai découvert cette phrase, je me demandais quand est-ce que j'allais avoir l'occasion d'avoir un acteur du monde du cinéma sur mon plateau. Parce que cette question, j'avais envie de la poser, mais j'attendais de la poser sur un plateau. Alors, voici ce que l'auteur dit. Sacha Guitry, je ne sais pas si tu connais, mais il dit « Un acteur est un menteur autorisé, mais c'est un menteur. » Toi, quelle est la compréhension que tu as de cette phrase? Alors moi je pense qu'en cinéma, comme en littérature d'ailleurs, nous racontons des histoires fausses qui sont vraies. D'accord. Vrai parce que de toute façon, dans les œuvres artistiques que nous proposons, c'est pas tellement le factuel qui importe. La vérité en tant que conformité n'a aucun intérêt. Par contre, la vérité en tant que ressenti, si vous lisez un livre, que l'auteur l'ait vécu ou pas, ou si vous regardez un film, ce qui compte, c'est pas que l'histoire ait vraiment existé. Ce qui compte, c'est que cette histoire vous porte et vous amène à un endroit où vous reconnaissez, vous, vos propres émotions, vous vous reconnaissez dans l'histoire et vous vous reconnaissez dans quelque chose qui vous dépasse, mais qui fait résonance en vous. Ok. Donc, à partir de là, je pense que oui, effectivement, l'acteur est un menteur autorisé, mais qui dit, pour moi, dit la vérité, parce que c'est une vérité humaine qui saura toucher quelqu'un et dans laquelle quelqu'un saura se reconnaître. D'accord. Merci donc pour cet éclaircissement, parce que là, quand j'ai découvert cette phrase, je me suis dit, mais attends, il me faut quelqu'un de posé, quelqu'un d'expérimenté pour m'expliquer, parce que là, je n'arrivais pas à mieux comprendre. Je voyais les acteurs, je les regardais autrement depuis que j'ai vu, depuis que j'ai découvert cette phrase. Aujourd'hui, je pense que les choses sont bien claires, alors on doit faire avec. Et allons à présent découvrir de quoi est faite les journées ou la journée de Aïcha Boro. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Aïcha fait pour occuper ses journées? Alors, moi, je suis mère de famille, c'est une des composantes de mon identité. D'accord. Je suis cinéaste, je suis écrivaine, ce qui laisse pas la place à beaucoup d'autres choses, puisque j'ai 3 enfants en plus et que je les élève en France. C'est beaucoup plus prenant qu'ici. Il n'y a pas la petite cousine pour te donner le petit coup de main, il n'y a pas la tante, tu portes tout toute seule. En plus, je suis divorcée, moi, donc du coup, je porte vraiment mes enfants toute seule. D'accord. Donc, mes journées sont assez remplies. Je mets mes enfants à l'école. Je ne peux pas les laisser partir à pied. C'est pas, voilà. Et je reviens et je m'enferme. Et je ferme tous mes volets parce qu'il ne faut pas que la voisine vienne prendre un café, sinon je ne peux pas travailler puisque je travaille de chez moi et je suis obligée de me mettre une certaine rigueur. Donc, je m'enferme en général et puis j'écris. J'écris soit de la littérature, soit pour le cinéma. J'écris mes dossiers de films. Voilà, c'est pas... C'est assez banal finalement mes journées. C'est assez banal. Oui, j'élève les enfants et j'écris. Tu t'y plais bien? Oui, c'est assez banal, mais c'est assez vertigineux finalement parce que
parce que je suis dans la création et que la création, ça porte toujours. Et que les choses qu'on écrit, on les vit quand on les écrit. On imagine des mondes. Il y a quelqu'un qui disait, l'artiste, il crée un monde. Donc, de ce point de vue, il est un dieu. Moi, je ne pense pas qu'on soit des dieux quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais... Non, Dieu avec petit d. Oui, voilà. Ou alors, oui, la précision est quand même nécessaire. Oui. Mais en tout cas, on crée un monde et du coup, on est plein de choses différentes. D'accord. Voilà. Et dans ce sens-là, c'est peut-être banal, mais c'est assez vertigineux. Sandrine a envie de réagir tout de suite. Oui, Sandrine. J'ai envie de réagir, non, pas par rapport à sa vie de maman et tout ça, mais c'est par rapport au métier de cinéaste. Voilà, très souvent, on voit que de plus en plus, on parle de harcèlement dans le milieu, voilà. On a même des cas où des femmes ont osé témoigner qu'elles ont été victimes de harcèlement sexuel vis-à-vis de certains cinéastes ou acteurs, réalisateurs et tout ça. Quelle est votre appréciation de la situation? Parce que les avis sont partagés, même quand on prend certains acteurs du domaine. Il y en a qui disent que ce sont des femmes même ou les hommes, les victimes, qui très souvent provoquent ces situations. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas être manichéen, c'est-à-dire ce n'est pas les hommes coupables d'un côté et les femmes victimes d'un autre. Je pense que c'est de l'abus de pouvoir et quel que soit celui qui a le pouvoir. Si c'est la femme qui a le pouvoir, elle peut exercer l'abus de pouvoir et inversement. Mais il y a quand même un fait qui est que, bon, les lignes bougent, commencent à bouger, mais pas encore suffisamment. Mais il y a un fait, c'est que le cinéma reste quand même encore un milieu d'hommes. Un milieu d'hommes. Il y a bien plus, en tout cas au niveau des grands postes, les postes de production, les postes de réalisation, il y a bien plus d'hommes que de femmes. Et du coup, on se retrouve dans des rapports de verticalité où ceux qui sont au-dessus et qui sont majoritairement les hommes, bah, tiennent un peu ceux qui sont en dessous. Tu veux le rôle, bah, tu veux le rôle, bah, je vais pas dire tu couches, mais tu fais ce que tu veux. Tu couches. Voilà. Ici, on dit les choses. Tu couches et tu prends le rôle. Tu prends le rôle. Est-ce que vous êtes arrivé d'être victime de ça, en fait, d'être victime d'une telle situation? Non, parce que moi, j'ai la chance de ne... Enfin, j'ai la chance. C'est un très beau métier, acteur. Hein, j'ai énormément de respect pour les acteurs. Mais moi, j'ai la chance de faire de la réalisation, finalement. Donc, du coup, je suis décideuse dans ce que je fais. Je trouve une idée de film, j'écris mon dossier. Après, j'ai un rapport avec le producteur, mais je n'ai pas un rapport de subordination avec mon producteur. Parce que le producteur et son réalisateur ont un rapport finalement assez horizontal. Horizontal dans le sens où on est au même niveau, il n'y a pas un au-dessus de l'autre, il n'y a pas de verticalité. Donc, je ne suis pas confrontée à ça, mais c'est un sujet qui me touche, qui me parle. Et effectivement, que des femmes aient pu s'exprimer, c'est très bien, mais il faut que des hommes aussi s'expriment si on a vécu la même chose, parce que, encore une fois, ce n'est pas les hommes coupables d'un côté et les femmes victimes de l'autre, ce serait trop manichéen. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'autant que moi, j'ai ma fille de 18 ans qui, elle a commencé à jouer, qui va continuer de jouer. Donc, c'est une actrice en herbe. Donc, forcément, c'est le genre de sujet qui peut me toucher et je reste attentive. Quand elle fait les castings, quand elle voit les castings à Paris et qu'elle y va, je reste attentive. Je regarde toujours c'est quelle boîte, qui propose, tout ça, quoi. Appréciez un peu avant de la laisser partir. Voilà. Pour ne pas la jeter en pâture. C'est ça, c'est important parce que vous êtes bien avisé. Alors, Zidiara, oui, tu veux réagir? Tout de suite, moi, j'ai envie de lui poser une question parce que lorsque je l'écoute, je vois son franc-parler, je vois son ouverture d'esprit. Mais d'où tiens-tu cela? T'asseoir sur un plateau en direct et dire, ben, moi, je suis divorcé, moi, moi, j'ai envie de comprendre. C'est sorti naturellement, mais je ne l'avais pas caché. Mais je n'avais pas envie de le cacher. Mais c'est marrant ça comme question parce que, en fait, quand j'ai demandé, puisque c'est moi qui ai demandé le divorce, quand j'ai demandé le divorce, ma mère, elle ne voulait pas, comme je ne vis pas ici, elle ne voulait pas que ses sœurs le sachent. Elle me disait, mais bon, comme tu es loin, tout le monde n'est pas obligé de savoir si tu peux garder ça pour toi. Et moi, je ne voyais pas l'intérêt d'être dans une sorte d'identité de mensonge où je dirais que je suis mariée si je suis en train de demander le divorce. Et elle le vivait vraiment comme une sorte d'eau pauvre qu'on verserait sur elle. Sa fille est en train de divorcer, c'est la grande honte. C'est normal pour toutes les mamans, c'est comme ça. Mais sauf que ce n'est pas une honte aujourd'hui. Enfin, ça ne devrait même pas l'être avant, mais aujourd'hui, ce n'est pas une honte d'être divorcé. On est avec quelqu'un pour être bien. On se met avec quelqu'un, c'est pas pour la posture sociale. Avant, en tout cas. Mais aujourd'hui, ce serait quand même dommage de se mettre avec quelqu'un pour une posture sociale. Moi, j'ai fait un film documentaire à Malheureusement, c'est ce qui se passe. Oui, mais c'est dommage parce qu'on renonce au bonheur, on renonce à la liberté, on renonce au fait d'être bien. Parce que si tu n'es pas bien avec quelqu'un, pourquoi s'enfermer dans une prison qui ne nous convient plus? On a le droit de ne plus être heureux avec quelqu'un et de
continuer son chemin et de continuer de vivre. À faire de nouvelles rencontres et puis être heureux ou heureuse plus tard. Oui, ou même de vivre tout simplement et de se dire, moi, pour le moment, je m'autosuffis et j'ai besoin de personne et puis ça change. Et puis, 2-3 ans après, on peut avoir le sentiment de vouloir refaire sa vie. Tout ça a le droit de bouger, moi, j'ai l'impression. Ça, c'est pas un problème. Est-ce que Aïcha actuellement n'a besoin de personne? J'avoue que ça fait 3 ans que je suis seule et la première année ça me convenait et puis depuis 1 an et demi je me dis quand même c'est lourd d'être seule et que je me dis tiens j'irai bien voir sur les sites de rencontres et je vais voir sur les sites de rencontres donc la solitude commence à me peser par moment, pas tout le temps et si je refais ma vie je serai contente mais enfin en tout cas je n'en fais pas le pilier de ma vie. J'ai l'impression qu'on n'a pas... Avant, effectivement, si tu n'avais pas ta place, moi j'ai fait un film documentaire à Bobo et j'ai filmé une jeune dame pour qui j'ai beaucoup d'amitié, Fatoumata, qui expliquait que mieux vaut un mauvais mariage qu'un célibat miellé parce que si tu n'as pas de mari, tu n'existes pas. Mieux vaut un mauvais mariage qu'un célibat miellé. Ouais. Alors, allons-y comprendre cela. Le mauvais mariage, c'était avec un homme, peut-être il te bat, j'en sais rien, ou il a plusieurs femmes, ou en tout cas il n'a pas de respect, ou en tout cas tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas t'épanouir. Un célibat miellé, par exemple, si tu es libre, tu peux par exemple faire du commerce. Elle, dans son cas, par exemple, c'était compliqué pour elle de faire du commerce parce que l'homme n'en voulait pas. Et par exemple, là, si elle était célibataire, elle aurait pu faire du commerce, elle aurait pu devenir une femme d'affaires, elle aurait pu grandir, un peu comme, comment on les appelait, les femmes au Mercedes, là, au Nigeria, là, les mamans Mercedes. Elle aurait pu presque devenir ça. Je caricature évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, le fait d'être dans la situation conjugale, ça ferme des portes. Et donc, le célibat miellé, c'est cette liberté de s'épanouir et d'aller conquérir la vie et de la croquer à pleines dents. Et du coup, finalement, elle préférait être dans le foyer parce que c'est la posture sociale de dire je n'existe pas si j'ai pas d'homme. Parce que la société d'aujourd'hui, surtout africaine, vous juge. Quand vous êtes divorcé, c'est comme si vous aviez raté votre vie. C'est comme si vous étiez la mauvaise, la méchante. On met toujours le problème sur la tête de la femme. C'est la femme qui n'a pas su gérer et tout ça. Mais je ne partage pas, au fait, la phrase de la dame. Moi, je préfère le célibat mielleux. Qu'un mariage... Et puis peut-être ça nous incombe aussi, à nous les femmes, d'imposer cette vision à la société, de dire que, attends, on n'existe pas, on ne vit quand même pas par procuration. Exactement. Est-ce qu'un homme célibataire, on dirait qu'il n'a pas sa place dans la société? Non. Pourquoi on devrait vivre par procuration? Moi, ma vie, Dieu me l'a donnée à moi. Elle n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Je ne vis pas pour quelqu'un. Comme disait Kamel Daoud, qui est un auteur que j'aime beaucoup, je suis une seule, le jour de ma mort, je serai seule. Et ma vie, je l'assume seule. Je ne vais pas la faire en fonction de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Elle est valable pour les hommes, mais elle est valable pour nous aussi. Pour le moment, nous ne sommes pas seuls ici. Pour le moment, nous sommes 5 sur ce plateau. Pour le moment, il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre sur le plateau. Pour le moment, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Aïcha Chloé. J'avoue sincèrement que vous m'épatez avec vos propos et vos visions. Chapeau. Ça nous fait plaisir de vous avoir donc invité sur ce plateau. On vous permet de souffler et découvrir notre première rubrique et on se reparle juste après. Bien, voilà, vous l'avez découvert, c'est carte blanche maintenant avec Sandrine Konaté. Voilà, ok, hier on a commencé une série, l'épisode sur les grands hommes d'Afrique. On a étudié un peu l'histoire de Thomas Sankara hier. Aujourd'hui, on va continuer avec celle de Patrice Lumumba, un autre grand homme qui a marqué son époque, qui a marqué l'histoire et qui continue de marquer son pays, qui marque l'Afrique et même le monde entier. Voilà, vous le connaissez forcément. Oui, ou du moins vous l'avez connu. Patrice Lumumba, voilà, entendu parler, je veux dire connu à travers les écrits, à travers ses citations et tout ça, voilà, et les vidéos. Moi, ce que j'aime, je partage avec vous, ce que j'aime quand je regarde ces vidéos. Est-ce que vous avez fait attention à son regard? Ah oui. Oui, son regard, il est... Non, Adèle. Il a un regard, je veux dire, de visionnaire, un regard perçant. Quand on regarde les photos, on se rend compte que c'est quelqu'un qui voyait très loin. C'est quelqu'un, en tout cas, qui voyait le futur de l'Afrique. Et ça s'est ressenti à travers son combat. Voilà, il faut noter qu'il est né en 1925
Onalua, territoire de Katako-Kombe, voilà l'actuelle République démocratique de Congo. Il va travailler comme employé de bureau dans une mine, dans une société minière et puis finalement journaliste. Il va découvrir l'homme en travaillant dans la société minière que son pays dispose d'énormes richesses naturelles et que la plupart du temps, ces richesses participent au développement de l'économie mondiale au détriment du développement de son propre pays, puisque les Belges à l'époque qui avaient colonisé la République démocratique du Congo n'intégraient pas les cadres congolais dans la prise de décision et dans la gestion de ces ressources minières. Alors il va commencer son combat, sa lutte pour l'indépendance de son pays et pour l'indépendance de l'Afrique tout simplement en créant un parti. Il s'agit du mouvement national congolais et voilà, et il décrit l'objectif de ce parti, de ce mouvement comme étant, je cite, la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, il voulait que son pays soit vraiment indépendant et que les Congolais prennent les choses en main, que les Africains aussi prennent les choses en main et luttent pour avoir leur indépendance, décider d'eux-mêmes de ce qu'ils allaient faire de leur richesse et tout ça. Et voilà, Lumumba va appeler à la solidarité nationale et à la solidarité africaine, d'où ses propos. Je cite, voilà, tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Voilà encore une fois la preuve vivante de l'unité africaine. Voilà la preuve concrète de cette unité sans laquelle nous ne pourrions faire face aux appétits monstrueux de l'impérialisme. Entre l'esclavage et la liberté, il n'y a pas de compromis. Et comme Thomas Sankara le disait, il faut lutter pour avoir sa liberté. Fin de citation, c'est ce que Patrice Lumumba, voilà, prônait, voilà, dans son combat. Malheureusement, il va devenir gênant. Voilà, comme Thomas Sankara et tous les grands hommes d'Afrique, il va devenir gênant, non seulement pour l'impérialisme, mais aussi pour certains de ses confrères africains qui avaient des intérêts à traiter avec l'autre côté. Il sera donc mort assassiné le 17 janvier 1961 à l'âge de 35 ans. Mais tout au long de sa vie, de ces 35 ans de sa vie et du peu de temps qu'il a utilisé pour combattre pour sa lutte, on va retenir de lui un homme très engagé, un homme qui voulait l'indépendance et l'unité de l'Afrique et un homme vraiment qui voyait loin, un visionnaire en fait. Voilà, Mobutu, il y a son fils qui va créer un parti lumumbiste, voilà, vers la fin des années 90 pour défendre les idées de son père. Son fils s'appelle son fils François et le 17 janvier est considéré comme jour férié, le jour de sa mort est considéré comme jour férié au Congo. Voilà, de par sa vie et aussi de par ses luttes, il a inspiré de nombreuses œuvres, littérature, cinéma, théâtre. Une saison au Congo d'Aimé Césaire qui a inspiré un peu de l'histoire de Lumumba et du Congo à cette époque. Il est aussi la musique, on a Youssoufa, Maître James et Tiken Jah Fakoly qui ont salué le combat de cet homme, qui ont salué sa vision. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris le combat de tous ces grands hommes et ils luttent en tout cas pour l'indépendance de l'Afrique en prenant exemple sur ces hommes qui ont marqué leur temps. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour cette page d'histoire. Merci de nous avoir permis d'aller à la rencontre de l'histoire de cet homme, de ce personnage qui a marqué le monde entier. On en parle, on en a parlé et on continuera d'en parler. Ce sont des grands hommes qui ne meurent jamais. Ils restent immortels à travers donc les œuvres qu'ils ont posées. Merci beaucoup. Quand on parle de Patrice Lumumba, moi je vois en fait toujours les yeux de quand on était en train de le maltraiter. Le gars, il n'avait pas peur, il savait qu'il allait mourir. On le tabassait de partout, on lui tirait les cheveux et tout ça. Et le gars, il était serein. Parce qu'il savait ce qu'il avait déjà posé comme base et il savait qu'il y aura de la suite après. Merci beaucoup Sandrine. Merci Adèle pour l'apport. Et nous allons donc nous retourner à nouveau vers notre invité. Je
crois savoir que Adèle également a des préoccupations, quelques questions. On a écrit assez. Je ne sais pas à quelle sauce vous voulez donc manger Chloé. Mais avant, permets-moi Adèle d'aller donc m'adresser à Chloé. À la faveur du FESPACO cinquantenaire, voici une dame qui est sur la toile du monde, portant donc le trophée de l'étalon d'or du long métrage documentaire avec ce film que tu as baptisé le Loup d'or de Baloé. Alors, c'est vrai que les gens sont ceux qui n'ont pas peut-être eu l'occasion de voir ce film documentaire. Mais est-ce qu'en quelques mots, Chloé pourra partager avec nous le synopsis de ce film? Alors, juste avant de parler du synopsis, je profite de votre émission, je m'en excuse, pour vous donner une petite information. Le film passe ce soir à 19h à la carrière de Balolé, à Pissy, derrière la Sonabi. Ça, c'est à l'endroit même. Ah, c'est l'endroit où le film a été tourné. C'est chez moi, Pissy. Bon, bah, super, j'espère que vous serez des nôtres. Ben, je serai présent parce que Pissy, tous ceux qui viennent de Pissy, ce sont des gens qui ont été bénis. Ce sont des gens dont la carrière même a été bénie par celui qui vient de la l'université de Bonnet. Quand vous voyez je n'oserais pas dire le contraire. Ah d'accord. Je ne me permettrai pas. Laissez-moi parler quand même de mon quartier, n'est-ce pas Chloé? Je n'oserais rien dire. Merci beaucoup. Mais sinon, effectivement, le documentaire Le Loup d'or de Balolé, c'est une carrière, c'est l'histoire d'un endroit, mais c'est l'histoire aussi des personnages, d'un endroit complètement, je ne vais pas dire insolite, mais on n'en est pas loin. En fait, c'est un endroit singulier, c'est ça le mot. Ouais. C'est un endroit vraiment, vraiment singulier. C'est-à-dire que cet endroit est là, à Pissy, derrière la Sonabi, donc dans la capitale. C'est pas du tout excentré, c'est vraiment dans la ville. En pleine ville. C'est ça. Au cœur de la ville. Et c'est une sorte de faille spatio-temporelle, en fait. C'est vraiment, pour le coup, une faille spatio-temporelle. C'est-à-dire que quand on y arrive, du fait que c'est un trou béant et que c'est une sorte de sous-ville dans la ville, on a l'impression de voyager dans l'espace, mais on a aussi l'impression de voyager dans le temps, parce que moi j'ai eu l'impression vraiment, quand on voit les images, ça donne des images époustouflantes, j'ai eu l'impression d'être, enfin j'y étais pas, mais dans les cours qu'on a eu à l'école et les images qu'on a pu voir dans les livres, j'ai eu l'impression d'être en Égypte quand on construisait les pyramides, quoi. C'est vraiment, ça te saute à la figure quand tu découvres cet endroit. Et ce qui est particulier aussi avec cet endroit, c'est que beaucoup de gens en ignorent l'existence. Moi-même, j'ai fait mon école primaire à 2 km à vol d'oiseau. Ça s'appelait école Baoguin, je crois. Baoguin. Voilà. Oui. Et j'étais loin d'imaginer que ce trou-là existait juste à côté, en fait. Et donc là, j'étais partie pour filmer les monticules de cailloux, parce qu'ils entassent les cailloux en petits monticules, voilà, de granit, voilà. Moi, je voulais filmer le granit, mais pour moi, ça venait d'ailleurs, pour un précédent film. Et un petit jeune qui vient me voir et qui me dit, si tu me donnes la pièce, tu pourras passer derrière. Et je lui dis, mais derrière, pourquoi? Il me regarde comme si j'étais une imbécile. Mais tu crois que ça vient d'où, là, les cailloux? Bah, j'en sais rien. Donc, je lui passe le billet. Et j'étais avec mon équipe de tournage. Et on passe derrière et on découvre cet univers dantesque. Mon Dieu, qui vous saute à la figure, une sorte de hors-champ social comme ça. Et tout de suite, en tant que cinéaste, tu ne peux pas passer ton chemin, quoi. Tu te dis, ça, ce hors-champ social-là, moi, il faut que je le rentre dans le champ de ma caméra, quoi. Tu ne peux pas faire autrement. Et donc, le projet est né de là. Et à la base, comme on parle de synopsis, moi, je voulais même traiter l'endroit comme un personnage à part entière du film. Que ce soit l'endroit qui soit le personnage du film. Et puis finalement, en rentrant dans le trou, j'ai découvert des personnages forts, j'ai découvert des gens singuliers, j'ai découvert... Enfin, il y a tellement dans ce trou de choses auxquelles on ne s'attend pas à voir. Il y a Adama qui ouvre le film, qui a une profondeur d'âme incroyable. Quand il prend la parole, mais c'est un sage, c'est un philosophe, il ne s'en rend pas compte. Mais voilà, et il te dit, mais non, moi, je n'ai pas fait l'école. Et là, tu te dis, mais en fait, ce n'est pas l'école qui donne ni la sagesse... ni fait des gens des intellectuels. C'est une profondeur d'âme, tout simplement. Et il y a des gens dans ce trou qui ont cette profondeur d'âme, malgré la dureté, malgré l'âpreté du contexte. Et il y a de la tendresse. C'est ça. Moi, j'avais honte quand je suis rentrée après le premier tournage chez moi. Quand je voulais crier sur mes enfants, quand ils m'énervaient, je me disais non. Comment des femmes peuvent être dans ces conditions-là, avoir autant de tendresse pour leurs enfants? Moi, je n'ai pas le droit de crier sur mes enfants. Il faut que j'apprenne à avoir plus de tendresse. Enfin, il y avait plein de choses dans ce trou. Mais ce qui m'a vraiment intéressée, en plus, je suis arrivée au bon moment, c'est le combat qu'ils mettaient en place. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est un peu les grands oubliés de l'histoire. Ils ont participé à l'insurrection en 2014. Je ne dis pas que c'est eux qui ont fait l'insurrection. Hein. Attention, ils ont participé. C'est-à-dire que du fait de leur nombre, tout d'un coup, quand ils montaient, ils sont plus de 2000, hein, quand même. Tout d'un coup, quand ils montaient, ça faisait une masse considérable. Donc, pour moi, ça a forcément joué. Mais ils n'ont pas été retenus par l'histoire.
les journalistes n'en ont pas parlé, personne n'en a parlé, pas parce que les journalistes s'en fichaient, mais tout simplement parce que quand on n'existe pas officiellement, c'est difficile d'être retenu. C'est-à-dire qu'on voit une masse, mais on ne sait pas d'où elle vient. Alors que si le trou était connu et médiatisé, voir les gens venir de là, on aurait dit, mais tiens, les casseurs de Balolé. C'est pas, l'histoire ne l'a pas retenu. Mais eux, ce qui est intéressant, c'est que même si l'histoire ne les a pas retenus, et quand ils sont repartis après l'insurrection, ils se sont dit, tiens, si on a pu participer à renverser un régime, on peut se prendre en main, parce qu'il y a ce qu'ils appellent les coxers, qui sont à l'entrée, qui ne cassent pas, donc qui font moins de boulot dur. Voilà, qui négocient, eux, ce sont les... Voilà, mais qui revendent et qui se font plus de marge. Et ils n'étaient pas trop d'accord avec ça, mais tout d'un coup, ils se sont dit, tiens, on va s'organiser en association. Et moi, j'ai découvert le trou à ce moment-là où ils étaient en train de s'organiser. Donc, mes premières images, c'est vraiment l'association que j'ai filmée. Et du coup, j'ai filmé cette association et ce combat qui se mettait en place. Certes, on pourrait dire que c'est un petit combat, c'est à l'échelle des gens dans une carrière, mais il y a un écrivain français que j'aime beaucoup qui s'appelle Sylvain Tesson qui dit qu'il aime raconter les Napoléons du minuscule. Pour moi, j'avais trouvé mes Napoléons du minuscule. Ils étaient que 2000, 2500, mais ce combat-là, pour moi, il était beau, il était grand, il était fort, et j'avais envie de le montrer. Et donc, le synopsis du film est vraiment autour de ce combat, de cette association qu'ils mettent en place pour essayer de reprendre leur destin en main. Et ce rappel, donc, c'est pour ce soir, déjà. Oui, ce 19h soir, à la partir de Carrière. 19 En à la présence du Carrière. ministre de la En présence Culture. du ministre de la Culture, c'est bien de le préciser. Et je crois que c'est l'occasion également pour tous ces cinéphiles et les curieux d'aller donc découvrir l'histoire de ce trou qui a capté l'attention de Aïcha Chloé et qui a donc fait l'objet de ce long métrage et qui a été salué par le jury du FESPACO du 50e. Encore félicitations. Merci. Et bravo à toi. Je pense qu'on aura toute la journée pour parler avec toi parce que tu es éloquente, tu as de la matière, tu as de quoi nous entretenir et nous prenons du plaisir à t'écouter. Merci beaucoup. Alors, nous allons souffler, Ziediara, et on retrouve Adèle pour la suite des préoccupations, avant donc de donner la parole aux téléspectateurs. Ziediara, c'est juste après cette transition, l'œil de la cité. Alors, l'œil de la cité, nous allons faire un tour dans les bas-fonds de Ouagadougou. Oui, dans les caniveaux. Non, nous allons faire un tour dans les caniveaux. Ben, comme on le dit, les caniveaux, en fait, ils ont pour rôle ici à Ouagadougou de permettre donc l'évacuation des eaux, mais également d'empêcher la détérioration donc, de la route. Vous voyez, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de caniveaux ici à Ouaga, mais quand vous voyez quelque part, ils sont en état donc, de délabrement. Alors, si toutefois la réalisation est prête, on peut voir déjà la première image. Et il faut rappeler déjà que la période des pluies s'installe bientôt. Ça s'installe. Tout l'intérêt de suivre cet élément. De suivre cet élément, c'est ça. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que ça donne. L'image, c'est désastreux, ça. Et c'est la totale, comme on le dit. Et regardez, c'est un canal qui est plus précisément à Dagnoé. Il passe par la rue Wemba et il longe jusqu'à l'avenue Charles de Gaulle. Les images sont têtues. Les faits sont têtus, vraiment. Donc c'est assez... On se pose beaucoup de questions quand on regarde ça. D'autant plus qu'on sait que des grandes pluies, ça vient. Bon, on ne souhaite pas avoir donc des pluies diluviennes, mais on veut quand même des pluies bienfaisantes. Mais si ça vient, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, est-ce qu'on va laisser ça comme ça? Donc c'est déjà interpeller les autorités à ce qu'ils viennent rapidement et voir donc ce canal-là. Et il faut se rappeler également de la pluie de Bamako, et le 16 mai dernier, où il y a eu au moins une dizaine de morts dans les quartiers, pour ceux qui connaissent Bamako, des quartiers comme Sogonikolo, dans les quartiers comme Koro, Kalambakura. Voilà, c'est parce que justement, il n'y a pas eu de caniveau. Il n'y a pas eu assez de caniveaux, ou du moins les caniveaux sont souvent bouchés et ça empêche donc les eaux donc, de se drainer plus correctement. Vous voyez un peu, si ce n'est pas des ordures qu'on voit, on voit que c'est des caniveaux qui sont en état de délabrement. Donc Jackie, ici, c'est de vraiment interpeller les gens à venir, les autorités pardon, à venir vraiment et s'occuper de ce canal-là, car c'est très important pour nous. Donc on ne dira pas plus. Il n'y a pas que ce canal, il y en a assez
pareil ici à Ouagadougou. Donc c'est l'occasion également d'interpeller les populations à ce réflexe du savoir-vivre en société, avoir des bons réflexes, essayer de ne pas jeter les ordures et tout ce qu'il y a comme déchets dans ces caniveaux qui servent donc de canal d'évacuation des eaux lors des pluies diluviennes. C'est important de le souligner et j'espère que les autorités également vont bien l'entendre et ils mèneront des actions et surtout avec cette technique dénommée donc IMO, qui est la haute intensité de main-d'œuvre que la municipalité utilise très souvent pour pouvoir donc curer ces caniveaux. Merci à toi, Ziedera, pour cet œil averti. Et nous espérons que nous allons passer une bonne période pluvieuse sans inondation, on espère ça, sans problème. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, retour, Adèle, à présent avec toi, avant donc d'aller avec Sandrine pour le temps du jeu. Moi, je viens de prendre en main tout à l'heure, il y a à peine une heure, le livre de Madame, parce que apparemment en 2000, enfin, il y a quelques années, ils ont supprimé le Mademoiselle officiellement. Oui, donc à Madame Aïcha Bourreau, votre dernier livre, Notre diade intérieure. Qui parle d'une jeune fille qui revient, après quelques années passées ailleurs en Afrique, qui revient au fait aux sources. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Oui, si je peux me permettre, je voulais juste réagir sur le petit reportage que je viens de voir avant de revenir au livre. Alors là, je suis agréablement surprise et je salue le fait qu'aujourd'hui, de constater qu'aujourd'hui, on peut... Je m'autoriserai à utiliser même le mot critiquer et en tout cas interpeller les autorités sur la télévision nationale. Je me rends compte que les curseurs bougent vraiment et ça fait plaisir. Bravo à l'émission et c'est chouette quoi. Ici on dit tout. Ah mais je constate depuis oui, ici, à cette émission on dit tout. Il n'y a pas d'omerta, mais tant mieux. C'est comme ça qu'on fait évoluer la société. Ce que vous faites là est très 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 important, mais vraiment. Merci et beaucoup. j'ai beaucoup de respect pour ça. Merci beaucoup Aïcha. Voilà, et pour revenir au livre, effectivement, Notre diade intérieure, c'est mon 3e livre. C'est un roman, c'est l'histoire contemporaine d'une Africaine qui vit en France et qui revient à ses sources et on suit le voyage, mais c'est surtout qu'elle revient dans la cour de son enfance. Et cette cour n'est pas une cour comme toutes les autres parce que c'était un berceau de transmission et de perpétuation de l'islam. Alors sans dire que c'est moi dans le livre, disons que c'est mon double littéraire si on veut, mais en tout cas ça raconte aussi l'histoire, la cour de mon enfance, ça se passe à Dédougou et cette cour, je vais me répéter, c'était vraiment un berceau d'appartenance, un berceau de transmission de l'islam. Les gens venaient de partout pour apprendre l'enseignement coranique, tout ça, et on avait un rapport très ancré à la nature, à la spiritualité. Et au-delà du retour dans cette cour de l'enfance, c'est aussi un retour dans la matrice spirituelle dans laquelle j'ai été forgée. Comme je disais, on avait vraiment un rapport très ancré à la spiritualité. On apprenait les versets, tout ça. Enfin, j'ai pas fait toute mon enfance dans cette cour-là, mais une bonne partie. Et puis, il y avait une dernière figure tutélaire qui tenait cette cour, qui tenait ce monde qui était le nôtre. C'était mon oncle, paix à son âme, Ousmane, qui trouvera malheureusement la mort à la Mecque lors de la bousculade géante qui a eu lieu en 2015. Sauf que cet événement est presque concomitant aux attentats de l'Hyper-Cacher en France, où il y a le nom Koulibaly qui est associé, parce qu'il y a un jeune Koulibaly qui a pris les armes. Et tout d'un coup, tout ça a jeté sur moi une sorte de trouble indicible, c'est-à-dire que ce monde-là dans lequel j'ai été forgée et qui était pour moi la source de la définition de tout ce qui, pas tout, mais de ce qui constituait mon identité en majorité, tout était remis en cause. Un nom Koulibaly associé à ça, et de l'autre côté, l'oncle, la dernière figure tutélaire qui portait encore ce monde-là, qui disparaissait de cette façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, j'ai pas lu le Coran, mais pour le peu que j'ai pu en apprendre pendant mon enfance, je crois savoir, je parle au conditionnel, que dans le Coran, par exemple, on dit, si tu meurs pendant un pèlerinage à la Mecque, c'est signe que Dieu t'a choisi à l'avance. C'est le paradis directement. Voilà, sauf que dans les croyances ancestrales, quand on meurt piétiné, c'est signe qu'on est rejeté par l'esprit global. Enfin, il y avait des contradictions comme ça qui me sautaient à la figure. Et au-delà de ça, j'ai eu le besoin d'aller questionner cette matrice spirituelle, d'aller questionner notre héritage ontologique. Est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y avait des endroits où ça avait péché? Est-ce que vraiment ce Koulibaly, qui est né en France, faut le dire, qui a grandi en cité en France, avait quelque chose à voir avec cette enfance que nous on avait eue ou pas? C'est-à-dire que même s'il est né en France, du peuple qui s'appelle Koulibaly, il a eu des parents qui sont partis, pas forcément des Dougou, mais en tout cas du royaume mandingue, parce que Koulibaly c'est mandingue. Moi je suis mandingue. Et est-ce que
quelque part, on n'a pas eu quelque chose en commun dans la transmission. Et est-ce que ce quelque chose en commun pouvait être mêlé à ça, ou c'était juste vraiment une lubie d'un jeune garçon paumé qui a tiré? C'est-à-dire que avec tout ce qui se passe, les déviances qui se passent, qu'on nomme parfois radicalisme, radicalité, voire terrorisme, même si le mot fait un peu peur, ça a mené à se poser des questions tout simplement. Est-ce que vraiment est-ce qu'il faut dans la réflexion, déjà il faut avoir une réflexion, et est-ce que dans la réflexion, on est autorisé à se demander si ce qu'on nous a transmis enfant, il y a un lien ou il n'y a pas de lien. Moi, j'ai eu besoin donc de questionner cette matrice spirituelle. Donc, le livre parle de ça, de ces questionnements. C'est le récit aussi de nos origines. Et questionne la spiritualité, questionne ce qu'on a reçu dans la transmission de l'éducation dans nos sociétés. C'est à parcourir absolument. Absolument. Oui. Et en plus, moi, j'ai D'accord. juste pu parcourir quelques lignes, mais j'ai remarqué que vous avez un style narratoire pas très commun. C'est-à-dire quand vous contez l'histoire, c'est comme une griotte ou un griot qui raconte l'histoire. D'où vous est venue cette idée de raconter l'histoire autrement, à votre manière? Alors là, vraiment, je suis très contente que vous l'ayez remarqué, mais vraiment, parce que c'était un choix délibéré de ma part de restituer cette façon, cette narration assez typique chez nous finalement, de sortir de la narration classique des romans et de rentrer dans quelque chose qui me renvoyait plus, moi, à mes origines. On dit souvent dans les analyses, en tout cas moi quand j'étais élève et étudiante, j'entendais, on nous disait toujours, il faut qu'on invente de nouveaux paradigmes qui nous définissent plus, il faut qu'on arrête de copier l'Occident, il faut qu'on propose des choses qui s'inspirent de nos paradigmes sociaux, de ce qui est vraiment nous. Et moi, depuis enfant, j'ai toujours eu un rapport très esthétique à la langue. Et j'ai toujours été sensible aux griottes qui ont cette façon-là de restituer l'histoire qui est un peu entre la mythologie, parce que c'est quand même une conservation de la mémoire qui n'est pas gravée. Donc, du coup, il y a des erreurs qui peuvent... Ça fait passer, ça peut glisser voilà, par il y a des moment, erreurs et qui puis peuvent voilà. glisser. Mais qui est aussi la légende, qui est aussi l'histoire de nos origines, et qui avait cette façon de restituer ça. Et ce qui m'intéressait aussi dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle pouvait proposer, c'est le fait que ce n'était pas une narration fermée, qui n'était jamais fermée. C'est-à-dire, elle remontait jusqu'à ce qu'elles peuvent, toutes les générations qu'elles pouvaient avoir en mémoire, et elle revenait aux contemporains, puisqu'elle raconte les griottes, la personne qui est en face. Mais elle raconte aussi les enfants qui sont là, et les enfants à venir. Et du coup, on n'est pas, par exemple, dans le conte, on est dans une narration très fermée, l'histoire commence quelque part, on raconte quelque chose avec en général une morale à la fin, et moi la morale ça m'intéresse pas du tout, alors là pas du tout. Parce que vous pensez ne pas être celle qui puisse donner la morale? Non, mais la morale au sens de dire ouais, c'est pas bien de faire ça, il faut que tu sois ça, t'habilles pas comme si, sois pas divorcé par exemple. C'est de la morale, mais moi ce qui m'intéresse c'est de ne jamais faire de mal à personne, en tout cas j'essaye, mais tout en faisant en sorte que moi je sois bien. Je vois pas l'intérêt de se réveiller le matin si c'est pas pour être bien, c'est pas pour célébrer la vie, et être bien c'est être en adéquation avec soi-même. Un grand écrivain disait si je suis pas moi, qui le sera à ma place? Personne. Donc voilà. Donc j'ai essayé de m'éloigner effectivement de cette narration classique du conte, par exemple, où on a une narration fermée et à la fin de l'histoire, on vous explique si vous avez vu ce qui est arrivé à celui qui a fait ça, si tu fais différemment, ta vie sera meilleure. Et donc, on rentre dans une logique de morale qui ne m'intéressait pas du tout. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était de me coller à cette façon de narrer des griottes qui était très esthétique. Il y a un rapport à la langue très esthétique. Et de raconter le récit des origines tout en racontant la famille, tout en racontant un peu comme ça. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de donner la parole. Vous n'avez pas eu le temps de tout lire, évidemment. Mais il y a un jeu pluriel. Il y a un jeu qui se raconte et qui change de personne à chaque fois. Donc, il y a au moins 5-6 personnes qui ont le jeu. D'accord. Alors, j'aurais quelques questions, mais en off, En parce off, que nous sommes pris par le temps. Nous sommes vraiment terminés par le temps. Alors, merci beaucoup Aïcha pour Merci à vous. ce temps donc d'antenne que tu nous as accordé. On a beaucoup appris. Je suis convaincu que nous sommes allés à la bonne école. Il y a de la matière. Ah oui. Il y a l'académie. C'est ce qu'on dit. Il y a de la matière à ne pas confondre avec la bouse de vache à la place de la matière grise. C'est important. Sandrine Konaté, à présent, partageons avec nos téléspectateurs fidèles de cette belle aventure de l'apéro le message du jour de notre challenge de vivre ensemble. Challenge Vivre Ensemble, envoyez votre photo et un joli message sur le thème du Vivre Ensemble sur la page
Apéro Déjeuner, la page Facebook de notre émission Apéro Déjeuner. Et je rappelle que le vivre ensemble, c'est une affaire de tous. Et ici, à l'émission L'Apéro, on se l'approprie et ça se passe avec vous. Aujourd'hui, on a le message de Boukari Nyuga qui nous dit « Salut à tous les adeptes de l'émission, sans distinction d'âge ou de sexe. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, est une terre d'accueil et de tradition. De ces valeurs, nous, Burkinabés, nous devons rester debout et unis, car c'est en cela que nous allons triompher. Comme une femme enceinte qui accouchera dur mais meilleure, notre union fera de nous des héros de tous les temps. Bon vent à l'émission. C'est le message de Boukari Nyuga. Alors on te dit merci beaucoup pour le message. Vous aussi, vous pouvez faire comme Et lui. sa photo va s'afficher aussi, pour qu'on puisse bien le voir. à l'écran pour que nous puissions voir notre cher ami Boukari. Voilà, Boukari Nyuga. Merci pour Au cœur de la l'intérêt. verdure. Voilà. C'est un monsieur qui également a de l'amour pour l'environnement. C'est important. Ce sont des habitudes comme ça, éco-citoyens, que nous devons avoir. Quand tu es dans un environnement comme ça, tu ne peux pas aller détruire un arbre. Quand C'est tu as des vrai. habitudes pareilles, tu ne peux qu'aller arroser les arbres. C'est Tu vrai. ne vas pas couper parce que la nature nous apporte bien plus que nous le pensons. Oh, N'est-ce pas? yes. Ah bah oui, évidemment. Et puis surtout dans le contexte d'aujourd'hui, il est grand temps qu'à l'échelle de la planète, les gens prennent conscience, que tout le monde prenne conscience et que nous prenions soin de la nature qui est notre mère. Ah oui. Parce que sinon, nous n'aurons rien à laisser à nos enfants. C'est Ah un oui. fait. Et Le là- changement climatique, c'est une réalité. Ça se ressent. Et il est temps que l'Afrique commence à demander à l'Occident, qui s'est industrialisé pendant longtemps, qui pollue nettement plus que nous, nous on pollue aussi, et il faut qu'on fasse notre part du travail de polluer moins, mais de prendre les choses en main, parce que c'est la planète qu'on est en train de foutre en l'air, quoi. Et ça, c'est un véritable problème. Et là, il faudra donc que, comment on appelle ça, le principe donc du pollueur payant soit vraiment appliqué. Parce que là, on en parle très souvent, mais je ne sais pas à la fin si vraiment Fait, je sais pas, c'est moi, appliqué. Non, et puis est-ce que c'est souhaitable que Oui. ce soit... Est-ce que c'est une solution? Le principe du pollueur payant, c'est un peu comme le monsieur qui arrive au feu rouge parce que lui, il a une grosse 4x4 et son porte-monnaie est plein. D'accord. Il grille et puis il sort 20 000 francs et donne au policier. C'est la même chose. J'ai de l'argent, je pollue et je vous donne de l'argent. Oui, il y a un parent de Rambo Alors qui a que- fait pareil. Oui. Il a dit au policier, bien, écoute, j'ai brûlé ce feu. La contravention, c'est combien? On lui fixe la contravention. Il dit, bien, tu comptes les 3 feux qui sont devant. Je vais les brûler. Ben voilà. Alors ça, c'est pas mal. Il paye à l'avance, il paye à l'avance. Ah bah, C'est pas bon. c'est exactement Ouais, ça c'est le pas principe faux. du pollueur payeur. Alors Ouais. que effectivement, Ouais. on a trop abîmé la planète depuis des générations. Et aujourd'hui, il est temps vraiment de prendre les choses en main. Et à la fois, il faut électrifier l'Afrique. Enfin, bref, c'est un autre sujet, Oui. mais... D'accord. Donc, on va également te saluer, Aïcha, pour cette ouverture d'esprit. Apparemment, à tous les domaines, tu y touches. Tu as toujours un mot à dire. Et nous avons pris véritablement du plaisir à nous entretenir avec toi. Et j'aimerais que tu puisses également donner la chance à cette jeune génération qui voudrait peut-être emboîter le pas de Aïcha Chloé. Qu'est-ce qu'il y a à recommander à cette jeunesse qui voudrait te ressembler, Aïcha? Alors là, je ne sais pas si c'est une bonne chose de me ressembler. Hein. Moi, c'est assez chaotique là-dedans. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de me ressembler, mais en tout cas... Il y a des chaos si- qui valent mieux que ce qui est clair. Pardon. C'est peut-être pas faux. C'est peut-être pas faux. Il y a cette magnifique phrase que j'avais lue dans un livre qui disait certains ne deviennent jamais fous. Qu'est-ce qu'ils doivent s'ennuyer dans leur vie? Exactement. Ouais, voilà. Donc peut-être certains chaos sont désirables. Voilà. Je suis d'accord. Mais je n'assumerai jamais le postulat d'être ni un modèle, ni de donner des conseils, ni d'être un exemple. C'est pas le cas. J'essaie juste de vivre ma part de petite vie. Par contre, il y a une chose qui est un secret sans être un secret, c'est que la jeunesse, franchement, tout est dans les livres. C'est pas juste parce que j'écris, c'est pas juste pour le dire, pour faire, parce qu'il faut avoir quelque chose à dire. Moi, la lecture m'a sauvée et la lecture peut sauver tout le monde. Moi, j'étais enfant, j'étais orpheline, c'était très compliqué. Au collège, déjà, j'avais commencé à écrire sur les pages de mes anciens cahiers ce qui m'arrivait parce que le papier était un bon confident. Mais j'aurais jamais écrit si j'avais pas lu L'étrange destin de Wangrin. Livre auquel je continuais toujours de faire hommage. C'est ce livre-là qui m'a amené à la littérature. Et en fait, la littérature, c'est quoi finalement? C'est de vous permettre de vous retrouver dans une histoire et de vous dire, tiens, moi aussi.
Et quelque part, le fait de lire... Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu sais, moi, la lecture, c'est pas fait pour tout le monde. Quand j'ouvre, j'ai l'impression d'avoir mal à la tête. Et je leur réponds toujours, mais le cerveau, c'est un muscle. C'est un muscle comme tous les autres muscles. Effectivement, si tu fais jamais de sport, si tu manges beaucoup gras et beaucoup sucré, tu restes assis, tu engraisses, tu prends des kilos. Et du coup, si on vient te dire de faire un marathon, tu ne pourras pas. Mais si tu commences tout doucement, tu marches, tu fais de la marche, même lente, tous les jours, tu peux commencer par 30 minutes, et au bout d'un mois, 1 heure, et ensuite tu fais de la marche rapide petit à petit, le corps va prendre le pli. Parce que le muscle, on le commande. L'esprit doit commander le corps et pas l'inverse. Ben, c'est pareil pour le cerveau, c'est un muscle. Si on commence au début, alors il faut commencer par les bons livres, évidemment. Et L'étrange destin de Wangra est un très bon livre. Soit est un très bon livre, S-O-U-E. Pour commencer, c'est facile à lire. C'est un magnifique livre. Il faut commencer par les bons livres, parce que quand on prend un livre qui est rédhibitoire, effectivement, c'est repoussant et on se dit, c'est pas fait pour moi, mon cerveau a un problème, alors que peut-être c'est le livre qui a un problème, parce qu'il y a des mauvais livres aussi, il faut dire ce qui est. Voilà, mais lire, c'est le secret, vraiment. Si je m'autorise à donner un conseil, mais je donne jamais de conseil, parce que donner un conseil, c'est partie du postulat qu'on sait, donc on dit comment il faut faire. Moi, j'ai pas l'impression de savoir, mais si je m'autorise un petit conseil, franchement, lisez. Lisons. Ouais. Lisons. Il y a tout dans les livres. Il y a tout dans les livres et ça nous amène partout. Et ça nous amène ça partout. ouvre tous les mondes. Le cerveau. Après, il y a une plasticité cérébrale qui se met en place. On a plus de facilité à parler. On a plus de facilité à structurer une pensée, ce qui n'est pas évident. Moi, j'ai regardé les speeches pendant le FESPACO de la francophonie. Il y avait des jeunes de toute l'Afrique qui venaient faire des pitchs pour essayer d'avoir un peu d'argent parce qu'il y avait un prix quand même. Et tout ça, tu te dis, mais ils ont quelque chose à dire. Ils ont de très bonnes idées, mais la pensée n'est pas structurée. Tu dis, ils gagneraient juste à structurer leur pensée. Eh bien, la lecture, ça vous structure la pensée. Quelqu'un avait dit que si l'on veut cacher un trésor à l'Afrique, il faut le mettre dans un livre. Alors ça, c'est à pleurer. Hein. Si c'est vrai, il faut qu'on... Donc, c'est parce qu'il faut qu'on se tende. Hein. Il faudra qu'on travaille donc à démentir cela. Ah oui. En lisant, c'est important. Nous refermons donc cette page de l'entretien par cette belle citation que j'aimerais, sous ton contrôle, partager aux téléspectateurs. C'est une citation donc de Akira Kurosawa, qui artiste, cinéaste, homme d'affaires, producteur, scénariste et scénariste. Le cinéma ressemble tellement aux autres arts, on y retrouve des caractéristiques éminemment littéraires, théâtrales, un aspect philosophique, des attributs empruntés à la peinture, à la sculpture, à la musique. Il y a du tout dans le cinéma. À défaut de lecture, regardez très souvent le cinéma. C'est important. Merci. C'est la parole aux téléspectateurs. À présent, il est 12h. Nous nous excusons déjà pour le retard accusé, mais je pense que nous allons les attendre sur le 25 31 423 53. Adèle se fera donc le plaisir de nous rappeler le thème du jour. Oui, alors pour le thème de ce jour, vous découvrez que votre époux ou épouse fréquente les marabouts pour vous protéger. Quelle serait votre réaction? Donc, appelez-nous dès à présent au 25 31 83 53 pour nous donner votre avis. Votre avis est attendu. Adèle a partagé avec nous le thème. Mister Drabo Cindy nous rejoint à cet instant. Grand monsieur travailleur dans l'ombre. Ce sont les hommes de l'ombre comme l'équipe technique. Merci pour le travail que vous abattez. On n'a pas très souvent besoin d'être sous les feux des projecteurs pour apporter sa pierre. Et vous êtes bien l'exemple. On a quelqu'un en ligne. On revient avec toi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va bien? Bien, merci par la grâce de Dieu. Comment vous appelez, monsieur? C'est monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara, vous appelez depuis quelle localité? Dakar. D'Assasco. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous écoute. Moi, j'appelle, c'est pas à propos du thème, mais c'est juste pour remercier la grande dame qui est assise à côté de vous. Elle vous écoute. Voilà, vraiment, toutes les paroles qu'elle a dit, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Vraiment, elle est fille burkinabé. Et d'Afrique, je vais prendre un grand exemple sur cette dame-là. D'accord. C'est naturel, vraiment, qui donne de bons conseils. Voilà, au lieu d'être là, ici en train de faire les petites malines qui ne servent à rien. Vraiment, j'aimerais la remercier sur le nom. D'accord. Bonne journée. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur quand on reçoit de tels messages. Merci beaucoup. C'est important. Merci à vous, chers téléspectateurs. On espère vous retrouver une prochaine fois. Drabo, alors, bienvenue. Merci, c'est avec plaisir que je retrouve en tout cas la team pour l'appel aux téléspectateurs. Alors, comme tu l'as dit avec notre invité, c'est pas étonnant. Ça vient de chez les enfants de Dieu, donc c'est normal. Venant d'une Boro, on sait qu'on travaille toujours à aller de l'avant. Donc, quitte à ce que les petits mots aussi souffrent dans leur corps et dans leurs âmes.
Est-ce une façon pour toi, Drabo, de nous rappeler que cette grande dame vient de la même famille que Je ne peux pas commencer sans mentionner ça. C'est même pas possible. Je non, non. t'attendais, je te voyais venir. Quand c'est bon, c'est bon. Ça, c'est pour faire mal à celle qui est juste à côté de toi. Non, mais bon, c'est pas de ma faute. Ça, c'est elle aussi qui est partie de l'autre côté. Donc bon, c'est pas de ma faute. Mais j'ai même pas dit non de quelqu'un aussi. Alors, il n'y a pas de souci. On Allô? dit pour être béni. Allô? Ok, vas-y. Oui. Allô? Et il est parti. D'accord. Oui. Non, je disais seulement, quand vous venez au monde et on vous dit que vous êtes Samo, c'est que vous êtes déjà béni. D'accord. Voilà, donc ça fait souvent bizarre quand je vois des mochis qui vont à l'église, à la mosquée. Tout. Oui. Ça me fait bizarre. D'accord. Alors, Alors, la paix. bravo. Avec toi également, nous allons prendre ton avis sur le thème du jour. Alors, moi, j'apprends que ma femme fréquente les marabouts sous prétexte que c'est moi, elle veut protéger. La seule protection, c'est Dieu. D'accord. Parce que du moment où nous vivons ensemble, si tu sens que ma vie est menacée, je pense que tu dois m'en parler. D'accord. Alors, le faire à mon insu, c'est déjà dangereux. Et là, je ne peux plus te faire confiance. Parce que peu importe ce que tu vas faire chez le marabout, qu'est-ce que le marabout te donne comme potion que tu utilises sur moi sans que je ne le sache? Tu ne connais pas les inconvénients de ce que le marabout fait. Alors, je suis désolé, mais ça, c'est la fin de cette relation. Ah, d'accord. Ouais. En plus, tu es radical. Ah non, D'accord. d'abord, je n'aime pas les femmes qui fréquentent les marabouts. Pas les femmes même. Moi, je dis la seule protection, c'est Dieu. D'accord. Voilà, Ok. on peut prier. D'accord. Voilà, même le marabout, quand il fait quelque chose, il dit Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, c'est pour dire lui, il se remet à Alors, Dieu. lui-même, il se remet à Dieu. D'accord. Alors, quoi de plus que d'aller, en tout cas, prier. Bon, le faire à mon insu, c'est fini. C'est même plus possible. Parce que je ne peux plus te faire confiance. Et quand la confiance disparaît, il n'y a plus de raison qu'on reste ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Sandrine, tu as bien écouté Drabo. Et est-ce que toi, tu partages son point de vue? Tout à fait. D'accord. Pour l'une des rares fois. Ah oui. Voilà pourquoi je t'ai donné la parole immédiatement. Voilà, je pense aussi que la protection, elle est divine. Fréquenter les marabouts pour me protéger, c'est comme il l'a dit, on ne sait jamais de quoi est faite la potion, de quoi est faite la potion du marabout. On va prendre quelqu'un en ligne, Sandrine. On revient avec toi pour... Allô, bonjour. Oui, allô? Comment vous allez, monsieur? Oh, tranquille, je vais bien. D'accord, nous aussi, on se porte à merveille. On se porte comme des petits princes et princesses ici. Alors, comment vous appelez? Ablacé, Ouedrago. Nous appelle depuis quelle localité, monsieur Ouedrago? Ouagadougou. Ouagadougou. Bien. Vous êtes dans la capitale. Oui. D'accord, bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Ok. Ben, beaucoup de félicitations pour l'émission en entier. Merci beaucoup. Voilà, donc, et puis il y a Adèle qui est là, qui amène vraiment des sujets qui cassent les tabous, là. C'est très bien. Ah, d'accord, merci. Ouais, très bien. Ben, mais par exemple, si moi je suis un homme et que moi-même je fréquente les marabouts, que ma femme y va aussi, ben, c'est une bonne chose. D'accord. Oui, mais si dans les clauses je lui dis j'aime pas les marabouts, mais si elle le fait à mon insu, c'est pas bon. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, on va revenir à la raison. Je ne vais pas être comme le monsieur tout de suite qui dit que non, c'est la fin de la relation. Non, on va revenir à la raison. On a tous besoin, tous ensemble, on a tous besoin de ceux confesser tous les jours. Ah, d'accord. Merci. Maintenant, ce que je tiens à ajouter, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup, qui ne peuvent pas avoir l'honneur de venir à une invitation à la télé et venir avec une coiffure originale comme celle de l'invité du jour. Ah bon? Non, il y a beaucoup, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Voilà, tu sais donc comment on cette appelle femme-là, cette coiffure? elle a reçu l'essentiel. Tu sais comment on appelle cette coiffure? Cette coiffure, Oui. mais c'est une coiffure originale. Et on l'appelle nappy. Nappy, ok. Voilà, elle est toute relaxe et sa chevelure crépue est une fierté. Ouais. Ben, sa peau n'est pas traitée, sa peau est seulement soignée. Ah bon? Elle brille comme tout. Tu as pris le temps d'apprécier tout ça. Et quand c'est comme ça, Merci quand c'est comme beaucoup. ça, c'est original. C'est original. Bonne journée à vous. Merci. Sinon, on risque de passer
à d'autres superlatifs que nous n'allons pas pouvoir maîtriser. Non, vous pouvez rester tranquille. Celui qui vous parle là, il vous parle dans un esprit tranquille et d'une fierté beaucoup fraternelle. Nous le recevons dans un esprit tranquille. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée. Merci de nous avoir appelé. Sandrine. Oui, je disais que je pense comme Drabo, la protection, elle est divine. Tu n'as pas besoin, si tu sens que je suis en danger, moi je vais te demander de prier pour moi. C'est bien. Voilà, prie pour moi, c'est mieux parce que les potions, je disais qu'on ne sait pas de quoi elles sont faites. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas quelque chose qui va me rendre malade et tout ça. Mais contrairement à Drabo, je ne vais pas mettre fin à la relation. Si je la prends, je vais chercher à discuter avec mon partenaire pour lui dire que ce n'est pas nécessaire. Voilà, peut-être que ses intentions sont bonnes, c'est pour me protéger, mais prions. Si tu sens que je suis en danger, tu as eu des songes ou bien tu pressens quelque chose, il faut m'en parler. On va prier ensemble ou bien dans l'ombre. Tu pries sans même que je ne sache. Dieu qui voit, il va me protéger. Moi, je trouve que ce n'est pas la peine d'aller chez le marabout pour chercher à me protéger. Mais je ne mettrai pas fin à la relation. On va en discuter et je vais t'expliquer que je ne m'inscris pas dans ça. Maintenant, si toi, tu veux aller te protéger, c'est ton affaire. Mais moi, s'il te plaît, non. Prie seulement pour moi. Prie pour moi. Merci Sandrine Konaté. Pour parler du cas des songes et rêves, attention, si quelqu'un rêve qu'on te pourchasse ou qu'il est pourchassé par des chiens ou des chacals, je ne sais pas quoi, renseigne-toi et rassure-toi dans un premier temps si la personne d'abord est rassasiée et qu'elle n'a pas faim. Parce que quand on a faim aussi, on fait des cauchemars. C'est souvent des hallucinations. Oui. Alors, genre, moi, mon mari ou mon chéri va chez les marabouts pour me protéger. Alors, dans un premier temps, je vais dire, oh, c'est mignon. Il m'aime tellement qu'il veut me protéger. Mais dans un second temps, je vais dire, ah, mais chérie, tu aurais dû m'en parler quand même. Voilà, moi j'aurais bien préféré qu'on en discute et qu'on prie ensemble. Comme ce que les deux viennent de dire, la protection elle est divine. Donc prions tout simplement et avec la force de la prière, rien ne peut nous arriver. Donc, moi je ne vais plus lui en vouloir, je vais prendre ça comme une preuve d'amour et puis je vais lui dire, mais la prochaine fois, essaie quand même de m'en parler. D'accord. Merci Adèle pour ton avis et nous allons recueillir en dernière position l'avis donc, de notre invité Aïcha Chloé. Bon. Je pense, comme elle, que ça part d'une bonne intention au départ, donc ça c'est à saluer. Mais effectivement, je pense que la prière est mieux. Si vous parlez comme Sandrine, je préfère moi prier, et c'est ce que je fais quand ça ne va pas, ou qu'on prie pour moi plutôt que de s'en remettre à une personne, puisqu'une personne n'est pas Dieu. C'est peut-être un intermédiaire avec Dieu, mais on n'en sait rien. On n'a jamais de certitude que c'est vraiment l'intermédiaire de Dieu, et on ne peut pas le vérifier. Et en général, je ne sais pas, je n'ai jamais fait, mais j'imagine que ces gens-là facturent en plus quelque chose. Donc s'il avait des pouvoirs, pourquoi il aurait besoin de facturer? Il pourrait faire ça, et puis il y a des biais qui tomberaient, il n'aurait pas besoin de faire ce métier-là. Donc déjà, si c'est facturé, déjà c'est suspect. C'est vrai. Ok, merci beaucoup Aïcha pour ton avis. Bravo pour terminer. Moi, je voudrais juste dire aux uns aux autres, une femme qui arrive à aller faire des trucs cosmétiques, elle en a fait pour elle-même tellement que, je dis, elle est tellement habituée au maraboutage que moi, c'est sur cette base, je dis, on arrête purement et simplement cette relation. Non, comme je le dis tout le temps sur le plateau, on ne tue pas d'un mauvais rêve. C'est pas le marabout qui nous a fait nous rencontrer, c'est pas le marabout qui nous a liés. Ah non, je suis désolé, mais quand le marabout rentre au milieu, toi et moi, on arrête simplement cette relation. Non, c'est grâce à Dieu. Je suis désolé, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu a voulu qu'on se rencontre. Dieu a voulu qu'on chemine ensemble. Et tu as voulu de ton propre gré qu'on se sépare. Alors on se sépare. Merci beaucoup, bravo. C'est ici que l'on s'arrête. Aïcha, qu'est-ce que tu peux nous dire pour qu'on se dise au revoir? Ah, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment contente de découvrir votre émission. Je ne la connaissais pas. Comme je disais, il n'y a pas d'omerta. Tous les sujets sont les bienvenus. Il y a une vraie réflexion. Ce n'est pas formaté. On ne vient pas en te disant tu dois dire ça et pas ça. Ça c'est génial. Et je suis vraiment contente de voir que les curseurs bougent par rapport à ça et par rapport à la liberté d'expression que j'ai constatée. Donc, franchement, je suis très honorée d'être sur votre plateau. Je vous remercie. Et voilà. Et j'en profite pour dire par rapport au FESPACO, c'était vraiment un moment fort et moi j'étais vraiment contente de garder cet étalon d'or au pays. Merci beaucoup à toi et rendez-vous ce soir
à la carrière de Des Pissi, ballonniers. derrière la Sonavi, c'est comme ça ils vont mieux comprendre ça. Derrière la carrière de la Sonavi. C'est vraiment, nous appelle ça depuis des années. C'est derrière chez lui là. Ah, il dit, Ça, c'est mon quartier. c'est son quartier. On attend Voilà. tout le monde Donc, ce ce soir pour soir- la projection en présence du ministre. Ce soir à partir donc de 18h. 18h. Non, 18 Je sais parce pourquoi que moi, je je dis serai là à 17h39. D'accord. On a l'habitude ici, Place, en fait. quand c'est à 20h, il faut dire ça à 19h. D'accord. C'est important. Ok. Voilà, c'est à 18h. la Sonavi pour la projection. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonjour chez vous.